Il n'est pas nécessaire d'être un archéologue professionnel pour faire des découvertes remarquables. D'étonnantes trouvailles peuvent être faites par n'importe qui, n'importe où et à tout moment. L'excitation de déterrer l'histoire ne connaît pas de limite et peu importe qui fait les découvertes, du moment qu'elles sont faites. Explorons quelques découvertes qui illuminent les merveilles de notre histoire partagée, nous rappelant que le passé est toujours vivant et attend d'être dévoilé. En avril de 2023, une statuette en marbre de Bouddha a été mise au jour au temple d'Isis à Bérénice en Égypte. Datant du IIe siècle, elle offre une preuve archéologique convaincante de la présence du bouddhisme dans l'Égypte ancienne. Les ports de l'époque romaine le long de la côte de la mer Rouge en Égypte, en particulier Bérénice, ont joué un rôle vital dans le commerce entre l'Empire romain et l'Inde. Les navires indiens ont apporté divers produits à Bérénice, dont du poivre, des textiles, des pierres semi-précieuses et de l'ivoire. La statue bouddhique nouvellement découverte, mesurant 71 cm de haut, a été trouvée dans la 4e cour du temple. Son élaboration révèle la figure tenant sa tunique drapée et ornée d'une auréole, symbolisant son esprit rayonnant. Une fleur de lotus, représentant la pureté, pousse à côté de son pied. Le marbre utilisé pour la statue était d'une qualité exceptionnelle et a été obtenu d'une carrière au sud d'Istanbul. Des artisans locaux à Bérénice ont sculpté la sculpture qui a probablement été obtenue par un marchand indien comme une offrande votive pour le temple d'Isis. En plus de la statue, les archéologues ont découvert 2 monnaies du IIe siècle du côté indien de la dynastie Ahana et une inscription en sanskrit datant du règne de l'empereur Philippe l'Arabe. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes fasciné par les découvertes archéologiques et les trouvailles incroyables, vous êtes au bon endroit. Nous allons développer ensemble notre communauté et pour cela, il vous suffit de vous abonner. Je compte sur votre participation. Au début de mai de 2023, une paire de ciseaux celtes datant de 2300 ans a été mise au jour dans une tombe à crémation à Munich, en Allemagne. Les ciseaux remarquablement bien conservés gardent leur tranchant et leur éclat, émerveillant les archéologues par leur exceptionnel état de conservation. Le professeur Matthias Theo de l'Office d'État de Bavière pour la conservation des monuments décrit la trouvaille comme particulièrement spéciale et loue l'artisanat de l'objet. La découverte a eu lieu lorsqu'une équipe de ramassage des déchets, à la recherche de munitions de la Seconde Guerre mondiale sur un chantier de Munich, a mis au jour des structures archéologiques suspectes qui ont conduit à la découverte de la tombe. Située dans une structure carrée formée de poteaux de bois, elle remonte au IIIe ou au IIe siècle avant Jésus-Christ. Cette période a vu les Celtes commencer à incinérer leurs morts et à enterrer leurs restes dans des puits, avec des biens funéraires. Outre les ciseaux, la tombe contenait une épée pliée, un bouclier, une pointe de lance, un rasoir et une fibule, tous présentant un impressionnant artisanat et indiquant le haut statut social du défunt. Les ciseaux servaient à de multiples fonctions, dont la coupe de cheveux, de tissu et de laine de mouton, tandis que la destruction rituelle de l'épée suggère une offrande symbolique à l'au-delà. Les archéologues en Allemagne ont fait une découverte fantastique en janvier de 2023. Un puits de l'âge du bronze, rempli d'offrandes rituelles qui auraient plus de 3000 ans. Le puits est incroyablement bien préservé, avec sa paroi de bois encore partiellement humide de l'eau souterraine. Cela a assuré que les matériaux organiques découverts à l'intérieur ont été également bien préservés, y compris un total de 26 épingles de bronze pour vêtements, des perles d'ambre, 2 spirales de métal et une dent d'animal entourée de métal pour faire un pendentif, ainsi que plus de 70 récipients en céramique. L'état des vases indique qu'ils ont été soigneusement placés dans l'eau, plutôt que jetés ou lancés. Par conséquent, on pense qu'ils ont fait partie d'une offrande aux dieux pendant une période de sécheresse, lorsque la nappe phréatique avait considérablement baissé. Les adversités auxquelles étaient confrontés les colons de l'époque ont pu les pousser à sacrifier leurs biens les plus précieux à leurs dieux, dans l'espoir que leur sort puisse s'améliorer. Dans le cadre des fouilles archéologiques en cours sur le site, environ 13 500 artefacts ont été trouvés, principalement de l'âge du bronze et du haut Moyen Âge. On s'attend à ce que certaines de ces découvertes soient mises à la disposition du public encore cette année au musée de la ville allemande. La couronne de Bilge Khan, un somptueux diadème d'or,
a été exhumé en l'an 2001 dans le complexe de Bilge Khan à Kuşutsaydam en Mongolie. Datée des 6e au 8e siècles durant le Second Empire turc d'Asie centrale, cette couronne témoigne de l'exceptionnel artisanat d'un talentueux mais hélas anonyme orfèvre local. Découverte conjointement avec une ceinture d'or, il est probable qu'elle ait appartenu à Bilge Khan lui-même. La couronne présente une similitude avec l'habillement dépeint sur le buste de Kultigin, représentant possiblement le frère de Bilge. Les fouilles du complexe ont révélé une structure avec des inscriptions et des scènes de guerre, où la couronne a été retrouvée, entourée de fleurs d'argent, de statues de cerfs d'argent et d'autres objets de grande valeur. La couronne est composée de fines plaques d'or avec 5 panneaux verticaux affichant un phénix et des motifs floraux délicatement ouvragés avec de petites perforations. Il est supposé qu'elle ait été fixée à un autre objet, peut-être un chapeau. Suite à sa restauration, la couronne de Bilge Khan est désormais exposée au Musée national de Mongolie, mettant en valeur l'abondant héritage culturel et les compétences métallurgiques des Turcs orientaux en Asie centrale. Le plus remarquable des cerfs d'argent trouvés en sa compagnie l'accompagne à l'exposition. Imaginez-vous immobile dans l'inspirant vallée de Bamiyan, contemplant les colossaux Bouddhas qui autrefois agrémentaient les falaises de leur sereine présence. Ces imposantes figures, taillées dans le flanc de la montagne il y a plus d'1,5 millier d'années, étaient un témoignage de la riche patrimoine culturel de la région. Les Bouddhas de Bamiyan, situés dans l'actuel Afghanistan, étaient de magnifiques symboles de l'influence du bouddhisme le long de l'ancienne route de la soie. L'un d'eux atteignait l'hauteur stupéfiante de 48 mètres, tandis que l'autre culminait à 36 mètres. Ces majestueuses statues, ornées de couleurs vibrantes et de détails délicats, étaient des merveilles d'art et de dévotion. Elles ont été témoins de l'émergence et du déclin des empires, du passage du temps et du va-et-vient de l'histoire humaine. Malheureusement, leur héritage a été mis en pièces en l'an 2001, lorsqu'elles ont été prises pour cible et détruites par des mains d'ignorance et d'intolérance, les lâches terroristes des talibans locaux qui ont ordonné leur destruction. Malgré leur absence physique, l'esprit des Bouddhas de Bamiyan perdure, nous rappelant la puissance pérenne de l'art, de la foi et la nécessité de protéger et de valoriser notre patrimoine culturel partagé. Des projets de restauration ont été discutés, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas abouti. La découverte d'artefacts anciens nous permet de plonger dans les vies et les croyances de ceux qui nous ont précédés. L'une de ces reliques fascinantes est le cylindre d'Antiochus, une pièce captivante remontant approximativement à 250 ans avant Jésus-Christ, élaborée par le puissant Antiochus Soter, un roi grec de l'Empire séleucide. Ce cylindre dévotionnel, écrit en akkadien traditionnel, révèle la grandeur de son règne. En lisant le texte traduit, nous sommes transportés à une époque où Antiochus, le puissant roi de Babylone et souverain de nombreuses terres, cherchait à laisser son empreinte dans l'histoire. Il prétend avoir façonné de ses propres mains les briques qui serviraient de fondation pour les majestueux temples d'Azagila et d'Hésida. Par sa dévotion à Nabu, le sage et estimé dieu, Antiochus aspirait à la prospérité, à la victoire sur ses ennemis et à un héritage durable. Le cylindre d'Antiochus ne révèle pas seulement ses ambitions et sa piété, mais offre également un aperçu d'un monde ancien où rois et dieux détenaient un pouvoir immense et où les rêves étaient gravés dans les annales du temps. Faut-il prendre le texte au pied de la lettre? Absolument pas. Mais il est probable que le peuple gouverné par Antiochus le faisait. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi on nomme le linteau de cuivre de Tel al-Ubaïd comme on le fait. En 1919, il a été découvert dans l'ancienne cité sumérienne de Tel al-Ubaïd dans l'actuel Irak. Le renommé archéologue britannique Henry Hall a déterré cette extraordinaire sculpture de métal à la base de la fondation d'un temple de boue et de briques. Le temple, dédié à la déesse Ninhursag, était proche de la légendaire cité royale d'Ur. On pense que le panneau de cuivre qui ornait l'entrée du temple se trouvait en vue de la congrégation dans le temple. Malgré son état précaire, des conservateurs compétents ont méticuleusement restauré le linteau, révélant ces détails impressionnants. Le relief restauré montre la puissante figure d'Imdugud, un aigle à tête de lion qui représente le dieu Ningirsu, flanqué de cervidés imposants
dont l'un a nécessité une attention minutieuse de la part des spécialistes. La taille colossale et la conservation de cette œuvre d'art en cuivre défient les probabilités, car la plupart des artefacts de métal de l'Antiquité étaient fondus pour obtenir leur matière première. Il s'agit en fait de l'une des plus grandes sculptures de métal survivantes de son époque, n'importe où dans le monde. Avec une époque estimée à 4400 ans, c'est un témoignage extraordinaire de l'héritage artistique de la Mésopotamie. La carte de papyrus de Turin est souvent décrite comme la plus ancienne carte topographique et géologique au monde. Déterré à Deir el-Médine et désormais abrité au musée égyptien de Turin, ce chef-d'œuvre a été élaboré il y a plus de 3100 ans sous le règne de Ramsès IV par Amenhotep, le respecté scribe de la tombe. Il dévoile le paysage enchanteur du désert oriental égyptien, avec le Nil sinueux serpentant à travers ses terres. La carte dépeint avec précision le cours du Ouadi Hammamat, la carrière de Beken et l'établissement de Bir Fawakir. Sa signification géologique réside dans la représentation de divers types de roches, avec des points marrons, verts et blancs. De manière remarquable, cet ancien artefact présente des techniques précoces de pliage de papier, défiant la notion que le papyrus est fragile même lorsqu'il est fraîchement fait. Il a été découvert en fragments par les agents du consul français Bernardino Drovetti en Égypte en 1814 et soigneusement remonté entre alors et 1821. Drovetti était un collectionneur passionné d'artefacts égyptiens, donc le remontage de la carte a probablement été un travail d'amour. Bien qu'il existe des cartes plus anciennes ailleurs dans le monde, elles sont beaucoup plus rudimentaires et ne possèdent pas le détail topographique de celle-ci. Le château de Bernard a acquis une renommée en Angleterre en 2020 à cause d'une déclaration absurde faite par un fonctionnaire du gouvernement sur la raison pour laquelle il a été surpris en train de violer les conditions de confinement. Par droit, il devrait être plus célèbre pour être l'endroit où se trouve une automate singulière connue sous le nom de Cygne d'argent qui se trouve à l'intérieur du musée Bose du château. Cygne d'argent est une description parfaitement précise de l'apparence de l'artefact, mais ne lui rend pas pleinement justice. Le fondateur du musée, John Bose, a acheté l'automate chez un bijoutier à Paris en 1872. Il est de taille réelle, actionné par un mécanisme d'horlogerie, contient une boîte à musique et est situé sur un lit de tiges de verre et de perles conçu pour ressembler à un ruisseau scintillant. Lorsque son mécanisme est activé, la musique joue et les tiges de verre dans le ruisseau tournent, créant l'illusion de mouvement. En même temps, le cygne se lisse et tourne la tête d'un côté à l'autre avant de se pencher pour attraper les poissons nageant dans le ruisseau. On pense que le cygne a été construit par James Cox et John Joseph Merlin en 1773 et a passé quelque temps à Londres avant d'être vendu aux commerçants parisiens. À l'origine, il y avait une cascade derrière lui, mais elle a été volée pendant que le cygne était exposé au 19e siècle. Le pendentif de Forsbrook est une pièce de joaillerie anglo-saxonne découverte à Forsbrook, Staffordshire, en Angleterre, et acquise par le musée britannique en 1879. Il s'agit d'un montage du 7e siècle pour une monnaie romaine en or du 4e siècle en travail d'or incrusté de grenat et de verre bleu, mesurant un peu plus de 3,5 cm de diamètre. Le pendentif présente la monnaie entourée d'un cadre circulaire en or, grenat et verre bleu, avec des motifs de têtes d'animaux sur la tâche de suspension. On sait que des montages de pendentifs similaires avec des pièces romaines ou byzantines étaient principalement portés par les femmes. La joaillerie anglo-saxonne de cette époque incorporait souvent des grenats d'almandine plats et taillés, du grenat cloisonné rouge et occasionnellement du verre en bleu et vert. Le support de feuilles d'or du pendentif de Forsbrook intensifie la réflexion de la lumière à travers les tranches de grenat. Son analyse chimique révèle une similitude avec le verre coloré romain, suggérant la réutilisation du verre opaque romain et le savoir-faire artisanal anglo-saxon. La découverte du pendentif par un ouvrier du Staffordshire a conduit à son acquisition par le musée britannique, où il reste exposé aux côtés d'autres pendentifs notables avec des montages de monnaie en or massif et grenat cloisonné. Il a été suggéré qu'un motif sur le pendentif pourrait être une interprétation zoomorphique d'une couronne de laurier romaine traditionnelle, mais cela pourrait être une pensée désirée.
Les évangiles de Garima se composent d'une paire de livres évangéliques éthiopiens, dont l'un est considéré comme le plus ancien manuscrit chrétien illustré survivant au monde. On a fini par appeler ces évangiles la Bible éthiopienne. Il y a des raisons de croire que les évangiles ont été créés ensemble en l'an 500, mais l'un des deux pourrait être encore plus ancien. La datation au carbone 14 suggère que le Garima 1 a été écrit et relié entre 530 et 660, tandis que le Garima 2 a probablement été produit entre 390 et 570. Avant les tests de datation au carbone, les universitaires occidentaux avaient rejeté les évangiles comme des produits insignifiants du XIIe siècle. Aujourd'hui, les deux se trouvent au monastère de Abu Garima en Éthiopie, où l'on prétend qu'ils n'ont jamais quitté le monastère, bien qu'il y ait quelques doutes à ce sujet. La région autour du monastère a été occupée par des musulmans entre les 9e et 14e siècles, et il semble improbable que les évangiles aient survécu à cette période, à moins qu'ils n'aient été retirés du monastère et cachés. Quoi qu'il en soit de leur survie, ils sont les plus anciens témoins du texte byzantin initial des évangiles, et aussi les plus anciens manuscrits éthiopiens survivants de toute description. La plupart d'entre nous connaissent l'aspect d'un peigne à poux par une expérience amère, que ce soit dans l'enfance ou avec nos propres enfants. Les peignes à poux ont conservé la même apparence tout au long de l'histoire. Voici l'un des plus anciens que les archéologues aient jamais découvert, porteur d'une inscription qui pourrait être la plus ancienne du monde. Le peigne et son inscription ont été trouvés sur un site vieux de 4000 ans en Israël, autrefois Lachish, une cité-État cananéenne. Il est fait d'ivoire, et les mots griffonnés sur sa surface sont écrits dans l'alphabet connu le plus ancien. Il dit que cette prise éradique les poux des cheveux et de la barbe, qui est, bien sûr, exactement ce qu'un peigne à poux est censé faire. Décrypter et traduire les lettres sur l'artefact a pris une année entière aux archéologues et experts israéliens, les résultats ayant été rapportés en novembre 2022. Le script cananéen est l'alphabet le plus ancien existant dans les archives historiques, et sa traduction est une tâche lente et difficile, car notre compréhension de celui-ci est imparfaite. L'analyse microscopique du peigne a révélé la présence de poux à l'étape de nymphe, prouvant donc l'efficacité du peigne. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.